Plus de personnes auraient pu mourir là-bas en 10 jours que durant les 2 dernières années de 6 années de la guerre à Gaza. Voici les propos du directeur exécutif du laboratoire de recherche humanitaire de l'école de santé publique de Yale, Nathaniel Raymond, lors d'une interview avec Al Jazeera. La semaine dernière, il évoquait la chute d'Al-Fasha, capitale du Nord Darfour, envahie par les forces de soutien rapide après 550 jours de siège. Un siège qui a été suivi d'un bain de sang à une échelle inimaginable, même selon les normes déjà terribles de la guerre civile au Soudan. Lorsque les forces de soutien rapide ont pris d'assaut la ville, le dernier bastion des forces armées officielles soudanaises, elles l'ont fait avec une joie sanguinaire rarement vue dans la guerre moderne. Des civils ont été pourchassés dans le désert, rassemblés puis massacrés. Des massacres ethniques de porte à porte ont laissé des taches de sang visibles depuis l'espace. Le dernier hôpital encore en service a été pris d'assaut, et chaque médecin et patient restant à l'intérieur a été massacré par les combattants victorieux. En ce vendredi, des dizaines de milliers de personnes restent disparues. Les images satellites ont révélé des fosses communes creusées beau à la hâte aux abords de la ville. Dans le cadre d'une enquête conjointe menée par Sky News, Sudan War Monitor et Lighthouse Reports, les auteurs ont évoqué des champs de la mort où les paramilitaires ont commis leurs crimes. Et maintenant, ce bilan estimé par le laboratoire de recherche humanitaire de Yale suggère que près de 69 000 personnes ont été massacrées en seulement 10 jours. Même si les nouvelles d'Al-Fasha étaient terribles, cette vidéo ne traite ni de la chute de la ville ni du massacre qui a suivi. Je veux dire, c'est le cas, mais pas uniquement. Au lieu de cela, cette vidéo porte sur la guerre plus large au Soudan. Une guerre où des atrocités comparables à celle d'Al-Fasha ont été commises, mais à moindre échelle. Pendant 2 ans et demi au cours desquels on estime que plus de 40 000 personnes ont été tuées, où des villes entières ont été pillées et incendiées, où une partie de la capitale, Khartoum, a été transformée en lieu d'exécution, où d'innombrables civils ont été torturés à mort. Une guerre où la famine, autre cavalier de l'Apocalypse, a ravagé les terres, laissant des enfants maigres au regard vide. Mais surtout, il s'agit d'une vidéo sur un monde qui savait ce qui se passait. Un monde qui, enfin, semble se réveiller après les horreurs d'Al-Fasha. Mais il aurait facilement pu empêcher le massacre dès le départ. Maintenant, écoutez avant que nous poursuivions. Nous voulons clarifier ce que nous entendons en disant que le monde a ignoré le Soudan. Nous ne disons pas que vous étiez personnellement en train de regarder cela sur votre téléphone à Toronto, New York ou Londres. Bonjour, il ne faut pas culpabiliser. On comprend, la vie est difficile, le monde est fou. Un être humain normal ne peut dépenser qu'une quantité limitée d'empathie avant cela. Ils veulent juste abandonner, s'effondrer sur le canapé et regarder un peu de Netflix. Tu as vraiment apprécié cette série Pluribus ? Nous ne disons pas « Oh, c'est sur Apple Télévision », littéralement. Personne n'a couvert l'exposition d'atrocités au Soudan. Des médias spécialisés, comme Sudan War Monitor, suivent les horreurs depuis le premier jour. Des journalistes soudanais ont risqué leur vie pour informer depuis le front. En Occident, des experts comme Alex Duval, des analystes comme Cameron Hudson. Divers médias, allant du Spectator à notre petite chaîne YouTube, ont couvert ce sujet sans relâche, essayant de sensibiliser le monde. Et pourtant, personne n'en a rien à faire. Hormis les débats de la guerre, le Soudan n'a jamais vraiment fait le buzz sur les réseaux sociaux. Aucune grande manifestation n'a exigé des États-Unis, de la France ou du Royaume-Uni qu'ils cessent de vendre des armes au principal soutien des forces de soutien rapides, les Émirats arabes unis. Malgré des montagnes de preuves montrant qu'Abu Dhabi acheminait du matériel militaire occidental aux paramilitaires, personne n'a boycotté la compagnie Emirates, n'a accroché de drapeau soudanais ni tweeté le hashtag « Je soutiens le Soudan ». Et cela est tout aussi vrai pour les pays d'Afrique que pour ceux d'Europe, des Amériques ou d'Asie. Quelques jours après la chute d'Al-Fasha, l'Union africaine a fièrement tweeté à propos de son hashtag « Faire taire les armes » et du hashtag « Agenda 2063 ». Des aspirations comme la capacité de l'Union à assurer une alerte précoce, un engagement politique et une action rapide pour prévenir les atrocités. Des atrocités qui venaient d'avoir lieu au Soudan, il n'y avait même pas la moindre mention. Les pays voisins ont aussi alimenté le conflit. Le Tchad autorise les Émirats arabes unis à livrer des armes aux forces de soutien rapide via une base aérienne secrète proche de la frontière. Le Kenya reçoit le chef des forces de soutien rapide Hameti, qui tente de légitimer son gouvernement parallèle. Construite sur les ossements des minorités noires du Darfour, la Libye d'Haftar autorise la contrebande vers les forces de soutien rapide à ses frontières.
Plus loin, la Russie a longtemps soutenu les paramilitaires avant de passer du côté des forces armées soudanaises, lorsqu'il semblait l'emporter. Certains diront qu'il est malvenu pour moi, Européen blanc, de critiquer les dirigeants africains sur leur inaction au Soudan. Alors que mon propre gouvernement fait si peu pour aider. Je dirais donc bravo génie, c'est tout le propos. Par là, je veux dire que l'indifférence envers la souffrance du Soudan est un problème mondial. Ce n'était pas un mème de l'ère Biden sur les Blancs supposés trop racistes pour s'en soucier. Au contraire, c'est une crise à laquelle le reste du monde a collectivement fermé les yeux. Aujourd'hui, vous pouvez voyager en Asie de l'Est ou en Amérique du Sud et rencontrer des gens qui ont des opinions passionnées sur Gaza ou l'Ukraine. Mais pour qui ? La guerre du Soudan n'est même pas une querelle dans un pays lointain, entre des gens dont nous ne savons rien. Soyons clairs, ce n'a jamais été une petite guerre. Même avant le massacre probable de dizaines de milliers de personnes à Al-Fasha, le conflit au Soudan s'annonçait déjà comme l'un des pires de ce siècle. Les chiffres exacts du nombre de morts font l'objet de débats. Comme l'a souligné Nathaniel Raymond du laboratoire de recherche humanitaire de Yale, beaucoup de ceux qui pourraient en compter sont morts ou déplacés. Il veut dire que de nombreux hôpitaux et morgues ont été détruits, de nombreux médecins tués et beaucoup d'universitaires ou de surveillants ont dû fuir, qu'il est presque impossible d'obtenir des données précises. Cela aggrave un problème déjà présent au Soudan, une tenue de registre très médiocre. Health Policy Watch note qu'à Khartoum, seuls 3 à 6% des décès liés au Covid ont été correctement enregistrés durant la pandémie. Donc suivre l'impact de la guerre serait compliqué, même si la plupart des hôpitaux n'avaient pas été réduits en ruines. Mais compliqué. Ce n'est pas impossible. Et il y a eu des tentatives rigoureuses pour parvenir au moins à une estimation décente du bilan que la guerre au Soudan a causé. Une des plus respectées a été publiée par la London School of Hygiene and Tropical Medicine fin 2024. En se focalisant sur les 14 premiers mois de la guerre, de avril 2023 à juin 2024 dans la grande région de Khartoum, elle a estimé environ 61 000 décès dans la capitale sur cette période. Et ici, nous devons vraiment ajouter une mise en garde importante. Le chiffre de 61 000 correspondait à tous les décès, ce qui signifie qu'il incluait les personnes décédées de causes normales comme le cancer ou des accidents de voiture, et qui seraient probablement décédées même sans la guerre. En excluant ces cas, les décès excédentaires sur cette période, un indicateur bien connu depuis le Covid, étaient le plus proche de 26 000. D'un autre côté, cela fait 26 000 personnes tuées en 14 mois, et cela ne concernait que l'État de Khartoum, où il n'y avait pas encore eu de combats violents. Les chercheurs n'ont pas estimé le nombre total de morts durant la guerre, mais ont indiqué que les victimes dépassaient sûrement les estimations les plus hautes. Eh bien, à cette époque, l'estimation la plus haute venait de l'ex-envoyé spécial américain au Soudan, Tom Perriello, qui a affirmé en mai 2024 que 150 000 personnes pourraient en avoir été tuées. Depuis, il a nettement augmenté ce chiffre, déclarant au New York Times en septembre que les morts avaient sans doute dépassé 40 000. Cela ferait de la guerre civile au Soudan l'un des pires conflits menés depuis des décennies. Plus important encore, cela montre qu'il existait déjà des estimations crédibles de l'ampleur réelle des combats bien avant la chute d'Al-Fasha. Des estimations crédibles, auxquelles la communauté internationale n'a répondu que par un simple geste diplomatique de regret. Pourtant, ce n'est pas seulement l'ampleur des combats qui rend si incroyablement étrange que cette guerre ait été ignorée. Ce ne sont pas seulement les atrocités, c'est aussi le fait que la région du Darfour, au Soudan, pourrait maintenant être le théâtre d'un génocide. S'il y a une chose que vous devez savoir sur les forces de soutien rapide, c'est bien cela. Elles sont les descendantes directes de la milice Janjaweed qui a perpétré le génocide initial du Darfour au début du XXIe siècle. Dans sa forme la plus simple, ce génocide était une tentative des tribus arabes nomades d'éleveurs de nettoyer le Darfour des groupes africains noirs sédentaires comme les Fours, les Massalites ou les Agawa. Bien que ces distinctions échappent aux Occidentaux, un membre des Édicides placé en Amérique y serait simplement vu comme noir. Au Soudan, cela suffisait à déclencher un massacre. Si cela vous paraît être « plus ça change, plus c'est pareil », sachez qu'il existe une différence majeure. Dans les années 2000, le génocide du Darfour faisait la une de l'actualité internationale. Les gens s'en souciaient. Voici comment l'encyclopédie de la Shoah décrit cette période. Les défenseurs des droits de l'homme ont mené des manifestations et des campagnes aux États-Unis et dans le monde. Aujourd'hui, les forces de soutien rapide cherchent à finir le travail entamé par leur organisation précédente. Cependant, l'idée de manifestations de masse contre leurs crimes semble tout droit sortie d'un conte de fées.
peu de gens ordinaires savent qu'un génocide se déroule au Darfour. Les raisons à cela sont complexes, et incluant le fait que la guerre au Soudan a eu la malchance de se dérouler en parallèle de 2 autres conflits. Le monde se soucie vraiment de l'Ukraine et de Gaza. Mais cela pourrait aussi venir d'événements dans d'autres régions du Soudan, ayant absorbé le peu de temps d'antenne consacré à la crise. Contrairement aux anciennes guerres civiles soudanaises, ce conflit a débuté à Khartoum par un affrontement entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Pour plus de détails, un documentaire de 72 minutes sur les origines de la guerre sera bientôt disponible. Nous finalisons les derniers ajustements. Mais l'essentiel de la vidéo d'aujourd'hui, c'est ceci. Le bombardement de monuments emblématiques de la capitale par l'aviation et l'artillerie a naturellement focalisé la faible attention des médias sur le centre du pays. Cela signifie que peu de gens ont vu les forces de soutien rapide ouvrir un second front au Darfour, transformant la région en zone d'horreur. Il est important de noter que les forces de soutien rapide ne sont pas les seuls criminels de guerre au Soudan. Leurs principaux rivaux, les forces armées soudanaises, ont bombardé des zones civiles à plusieurs reprises, exécuté en masse des suspects de collaboration et ont été accusés par les États-Unis d'utiliser des armes chimiques au combat. Ils ont privé de nourriture des villes affamées. Leur effort de guerre actuel est soutenu par l'Iran et ils deviennent dangereusement liés à des groupes islamistes violents à mesure que le conflit se prolonge. Ce ne sont vraiment pas des gens bien, mais les forces de soutien rapide sont tout simplement bien pires. L'expert du Soudan, Alex Duval, les a qualifiés, je cite, de sauterelles humaines, dépouillant villes et campagnes de toutes les ressources mobiles pour alimenter leurs machines de guerre. Ils sont également tristement célèbres pour ce qu'Amnesty International qualifie d'utilisation horrible et généralisée de la violence sexuelle. Et cela avant même d'aborder le nettoyage ethnique perpétré par leurs combattants. L'exemple tristement célèbre précédent à Al-Fasha date de 2023. Les premiers mois de la guerre ont vu les forces de soutien rapide conquérir ville après ville, culminant avec les crimes dans la capitale du Darfour occidental, El Janina. La base en estime que 2 massacres distincts ont tué entre 10 000 et 15 000 habitants de la ville. Comme l'a rapporté The Guardian, des corps en décomposition sont restés dans les rues jusqu'à 10 jours à 2 reprises, leur chair étant dévorée par des chiens et des poulets. Pour mettre cela en perspective, même la limite inférieure de 10 000 serait supérieure au nombre. Tué à Srebrenica en 1995 par les forces serbes de Bosnie, un massacre ethnique désormais reconnu par l'Organisation des Nations Unies comme génocide. Dans les années 1990, la chute de Srebrenica a poussé la communauté internationale à agir. Dans les années 2020, El Janina a reçu peu d'attention, le monde étant focalisé sur l'Ukraine et Gaza. Nous souhaitons à nouveau nuancer cette affirmation. Le but de cette vidéo n'est pas de suggérer que ces 2 guerres n'auraient pas dû recevoir toute l'attention médiatique qu'elles ont eue. Il s'agit du plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, avec le risque de s'étendre à une guerre impliquant toute l'OTAN. L'autre concernait l'un des alliés les plus proches de l'Amérique. Nous ne cherchons pas non plus à minimiser la gravité des crimes commis durant ces guerres. Le siège russe de Mariupol au début de 2022 a laissé plus de 10 000 nouvelles tombes visibles sur les images satellites, ce qui suggère un nombre de morts comparable à celui d'El Janina. Mais nous voulons attirer votre attention sur l'énorme déficit d'attention entre, d'une part, l'Ukraine et Gaza, et d'autre part, le Soudan. Le siège de Mariupol a, à juste titre, fait la une des journaux dans le monde entier. La guerre de Gaza s'est jouée sur Twitter et TikTok. Alors qu'au moins 10 000 personnes ont été tuées en Algérie, il était difficile de trouver quelqu'un d'informé qui en avait entendu parler. Il faut reconnaître que l'ampleur des tueries à Al-Fasha a tout changé pour la communauté internationale. En tant que personne qui couvre la guerre au Soudan depuis des années, il a été remarquable pour nous de voir que cela perce enfin. Mais cette vidéo ne s'appelle pas « Le monde prête enfin attention au Soudan ». Non, elle s'intitule « Le monde a ignoré le génocide au Soudan. Maintenant, il est trop tard ». Et pour une raison simple, si nos dirigeants n'avaient pas choisi de fermer volontairement les yeux ces 31 derniers mois, il y aurait des dizaines de milliers de personnes qui seraient encore en vie aujourd'hui. Le mot « intervention » fait instinctivement reculer beaucoup, marqué par les souvenirs de l'Irak et de l'Afghanistan. Beaucoup se demandent enfin pourquoi l'Amérique devrait jouer les gendarmes du monde, risquant la vie de ses enfants dans des conflits sans impact direct sur la patrie. Ces préoccupations ne peuvent être ignorées, mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de réponse. Il faut d'abord préciser qu'une intervention dans une guerre comme au Soudan n'est pas forcément militaire. Malgré toute la misère causée, les forces de soutien rapide restent une force peu technologique. Ce n'est pas la guerre en Ukraine, où 2 camps avancent fortement sur la technologie des drones pour prendre l'avantage.
Cette guerre oppose des hommes en 4x4 blindés, utilisant de l'essence de contrebande libyenne et du matériel semi-avancé fourni secrètement par les Émirats arabes unis. Si Abu Dhabi lâchait les forces de soutien rapides, la guerre prendrait fin. Les Émirats arabes unis sont fortement influencés par l'Amérique, qui assure la sécurité d'Abu Dhabi. Elle a également la capacité de déployer un large éventail de sanctions. Des sanctions qui pourraient viser les vendeurs d'or basés à Dubaï, qui aident à faire passer clandestinement de l'or soudanais acquis illégalement sur le marché international, finançant ainsi les forces de soutien rapide. Si les États-Unis devaient d'or réprimer publiquement le commerce de l'or tout en travaillant en coulisses, une forte pression diplomatique sur les dirigeants émiratis pourrait amener les Émirats arabes unis à abandonner les paramilitaires. Et je veux dire, ce n'est pas comme si le président Trump était timide quand il s'agit de faire pression sur ses alliés. Deuxièmement, une intervention militaire n'a pas forcément à être menée par l'Amérique. C'est encore une guerre à basse technologie dans le désert. Des puissances en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pourraient mener une intervention limitée. Nous avons déjà utilisé cet exemple. Mais en 1995, il a suffi à l'OTAN de seulement 3 semaines de bombardement pour mettre hors d'état de nuire l'armée serbe de Bosnie, forçant l'armée à lever le siège de Sarajevo et à négocier la paix. Malgré tous les beaux discours des diplomates, aucune nation ni coalition n'a même envisagé une telle proposition concernant le Soudan. Et beaucoup auraient été capables de le faire. L'OTAN aurait pu briser le siège d'Al-Facha et paralyser la machine de guerre des forces de soutien rapide pour permettre des pourparlers de paix. Avec un peu de soutien logistique des États-Unis, la France aurait pu le faire toute seule. La Grande-Bretagne aurait pu réussir aussi, comme la Russie qui soutient désormais les forces armées soudanaises au lieu des forces de soutien rapide. Pourquoi limiter l'action au pays ? L'Organisation des Nations Unies pouvait intervenir et envoyer une force de maintien de la paix. L'Union africaine est déjà intervenue militairement au Darfour et aurait pu recommencer. Diplomatiquement, le monde entier aurait pu œuvrer pour faire honte aux Émirats arabes unis afin qu'ils mettent fin à leur soutien au génocide. En résumé, les options étaient déjà toutes difficiles et peu attrayantes, certaines comme les frappes aériennes unilatérales étant probablement d'une légalité douteuse. Mais lorsqu'on a affaire à un groupe génocidaire déchaîné qui n'hésite pas à massacrer des dizaines de milliers de personnes uniquement à cause de leur appartenance ethnique, leurs droits légaux devraient-ils primer sur ceux des civils qu'ils tuent ? Actuellement, le monde paraît dans une position étrange sur ces questions. Les pays européens doutent mention de la légalité de la confiscation des avoirs russes gelés, alors que Moscou mène une guerre illégale à leurs frontières. L'Organisation des Nations Unies n'ose pas intervenir sans l'accord du Conseil de sécurité, bien que ce dernier ne soit désormais rien de plus qu'un lieu où les nations disposant d'un droit de veto se bloquent théâtralement les unes les autres sur la formulation précise des résolutions. Les États-Unis redécouvrent la puissance dure, mais semblent ne vouloir l'utiliser que contre leurs alliés proches. Même nous sommes surpris de nous retrouver ici à plaider pour une politique d'intervention plus musclée. Je suis un millénial britannique et je me souviens de la guerre en Irak qui a bouleversé le monde. Peut-être que ces histoires d'intervention ne sont pas si brillantes que ça, après tout. Mais ce que ceux de mon âge et les plus jeunes ne comprennent pas, c'est que ces politiques interventionnistes sont nées d'une intention sincère. Après les massacres en Bosnie et au Rwanda, le monde éprouvait une honte profonde face à son impuissance à stopper les tueries. Confrontés au prix de l'inaction, les dirigeants du monde entier avaient juré de ne pas refaire la même erreur. Et pourtant, nous voilà en 2025 avec le balancier qui est reparti dans l'autre sens. Et nos dirigeants ne peuvent désormais rien faire de plus que marmonner, pensées et prières. Alors qu'une milice génocidaire mène une vague de massacres de masse que tout le monde avait vu venir, mais que personne n'a rien fait pour arrêter. Est-ce un monde meilleur dans lequel vivre ? La vie de dizaines de milliers de personnes à Al-Facha vaut-elle l'embarras épargné à toutes les nations qui auraient un an pu tenter d'isoler diplomatiquement les Émirats arabes unis ? Eh bien, tu n'as qu'à me le dire. Mais que nous soyons d'accord ou non sur ce qui aurait précisément dû être fait, nous pouvons espérer être d'accord sur le fait que quelque chose aurait dû se passer. Espérons-le, soyons d'accord là-dessus. Le fait que le monde ait été averti pendant des mois d'un massacre imminent au Soudan, y compris sur cette même chaîne, et qu'il ait choisi de ne rien faire, était profondément honteux. Un échec du leadership mondial aussi grave que celui qui a détourné le regard du génocide rwandais. Si quelque chose de bon peut sortir de cet horrible spectacle à Al-Fash, peut-être que ce sera au moins cela. Au moins un rappel permanent pour ceux qui sont aux commandes de la vérité du vieil adage, la seule chose nécessaire au triomphe du mal, c'est que les hommes de bien ne fassent rien. Fin 2025, les hommes et femmes de bien du monde entier n'ont rien choisi de faire.
Et maintenant, ce sont les gens ordinaires d'Al-Fasha qui en paient le prix. Merci d'avoir regardé.